Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonjour, mon nom est Christella, bienvenue sur Zoom Famille Migrante et aujourd'hui je reçois une invitée spéciale que je vais laisser se présenter. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Bonsoir mon invité. Bonsoir Christella. Alors, donc avant que tu nous dises comment tu t'appelles, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Donc on va commencer avec le Zoom personnalité. Qui va nous permettre de mieux te découvrir. Par la suite, on va aller au Zoom intégration, au Zoom motivation et au Zoom rayonnement. Donc, sans plus tarder, on commence avec le Zoom personnalité et je vais laisser défiler des images et tu vas nous dire ce que tu ressens, ce que ça te rappelle et voilà. Donc, je te laisse quand même le temps de nous dire comment tu t'appelles. Mon nom est Amina Watalusu. Voilà, donc la première image, elle est là. Donc, qu'est-ce que cette image veut dire pour toi? C'est le drapeau de la RDC. En fait, je ne connais pas très bien mon drapeau, hein, le drapeau de mon pays. Ok. Ça me rappelle quelque chose du genre, en tout cas, de la République démocratique du Congo. D'accord, donc comme tu as dit, le drapeau de ton pays, donc tu es originaire de la RDC. Oui. Ok. Je suis originaire de la République, oui, de la RDC. Et là, sur l'image, tu es originaire d'où exactement en RDC? De la province du Bas-Congo. De la province du Bas-Congo. D'accord. Mais quand tu vois là cette image, qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Un sentiment d'appartenance, parce que c'est mon pays d'origine. Même si je suis au Canada actuellement, ça me rappelle mon pays et c'est un sentiment d'appartenance dont je suis fière. D'accord. Ok. Donc, on va continuer avec la deuxième image. Il y en a deux. Ah, je te vois sourire, alors je te laisse parler. Ok, la première image, en fait, c'est après mon mariage, juste après mon mariage, là, le deuxième jour de mon mariage. Ok, et puis l'autre image, c'était lors d'une conférence, je pense. En fait, c'était une activité organisée par, j'ai oublié le nom de l'organisme. Ok. C'était l'année passée, oui, où il fallait parler un peu de tout ce qui est mon expérience en tant que femme immigrante. D'accord. Ok. D'accord. Je veux juste revenir sur la première image. Est-ce que tu peux nous dire c'était où, dans quelle ville? La première image, bien sûr, c'est à Montréal. Ok. J'ai vécu à Montréal, oui, mes 10 premières années, c'est à Montréal. Ok. Donc, c'est à Montréal, précisément, Bâton Rouge. Waouh! En tout cas, on voit ton bonheur. Donc, on va passer à la troisième image.
Oui, troisième image, là, en fait, j'ai participé à ça c'était une entrevue Ok. qui a été publiée par Uppost, je pense, le journal Uppost. Et c'était toujours en rapport avec mon expérience de femme immigrante ici au Québec. Ok. Bon, là, la quatrième image, alors, qu'est-ce que ça te... C'est C'est... le poisson salé. Ouais, c'est le poisson salé, en tout cas. C'est une recette clé chez nous. Ok. J'aime Bon. beaucoup le poisson. Ah, c'est ça. C'est ton plat préféré alors. Oui, oui, c'est mon plat préféré. D'accord. Mais donc là, on a fini avec le jeu brise-glace et puis pour un peu pour apprendre davantage à te connaître, est-ce que tu peux nous parler de ta passion dans la vie? C'est quoi ta passion? C'est quoi que tu aimes faire? Ma passion, c'est d'aider les autres. En fait, Ah, moi, j'aime ça. Moi, quand il s'agit de servir, ouais, c'est là que je me trouve. Mais ça veut exactement. bon, c'est ça. Et pourquoi tu aimes aider? En fait, ça fait partie de moi tout simplement. Je dirais que ça Ok, fait partie de ma personnalité, et de mes talents, les dons que j'ai reçus en tant que chrétienne. Ça, c'est mon don à moi. ok, Servir. d'accord. Et quand tu sers comme ça, c'est quoi que ça te procure? En fait, je dirais tout simplement que je me reconnais là-dedans. Je D'accord. me reconnais et pour moi, en fait, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est comme, comment je vais dire ça? C'est comme, admettons qu'on est en service à la clientèle. Oui. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on espère comme, qu'est-ce qu'on espère avoir en retour? C'est juste la satisfaction de la clientèle. Waouh, ça c'est bien Moi, dit ça. moi, c'est ce que j'aime. Quand je me retrouve vraiment à travers la satisfaction de la clientèle. En Et tout quand cas, je sais, j'ai l'impression d'être utile oui. dans la vie. C'est juste le fait d'être utile dans la vie. Moi, je me retrouve vraiment à travers ça. De toute façon, il y Ok. a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on donne, on se sent plus heureux que lorsqu'on reçoit. Parce que de toutes les Exactement. façons, la main qui donne est toujours au-dessus, hein. C'est C'est ce qu'on vrai. nous apprend. Ouais. En tout cas, pour te connaître, je confirme effectivement que le mot aider reflète bien ta personnalité. Donc, en tout cas, merci. On va pouvoir passer au Zoom intégration. Alors, avant d'aller en profondeur dans le Zoom intégration, on va visionner un court extrait du reportage réalisé par Huffington Post sur l'immigration et l'emploi au Québec, un parcours du combattant. Donc, un petit extrait de ton passage dans le reportage. C'est vrai qu'on dit que le Québec c'est une province qui est ouverte, mais elle est aussi fermée en même temps. Mon nom est Amina Watalusu, je viens du Congo. Je suis arrivée au Québec le 1er novembre 2009 comme travailleuse qualifiée. J'ai eu des périodes sans emploi et une fois même j'ai demandé l'aide sociale. Puis il y avait des emplois comme ces emplois précaires à l'usine. Il m'est arrivé aussi de travailler comme aide-concierge aussi. Parmi les enjeux auxquels le Québec est confronté, c'est l'embauche des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants de 5 ans et moins qui sont présents au Québec ont un pourcentage de chômage beaucoup plus élevé que les natifs. En fait, pour les immigrants qui sont ici depuis moins de 5 ans, c'est presque le triple. Il y a 60 000 immigrants sans emploi au Québec. Tout ça alors que la province a un besoin criant de main-d'œuvre. 90 000 postes sont actuellement disponibles chez les employeurs et on parle
d'environ 1 300 000 postes qui devraient être disponibles ou à combler d'ici les 10 prochaines années. Il y a donc 60 000 immigrants sans emploi et 90 000 postes à combler. C'est quoi le problème? Le premier obstacle, c'est évidemment la non-reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger. Il y a de nombreuses recherches qui ont été menées dans les 10 dernières années, 15 dernières années, qui ont montré qu'une personne qui a obtenu un diplôme à l'extérieur du Québec a plus de mal à s'insérer au marché du travail que quelqu'un qui a obtenu son diplôme au Québec. Originaire de l'île Maurice, Mohamed a immigré au Québec après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en Australie. Après presque 2 ans de recherche, il n'a toujours pas trouvé d'emploi dans son domaine. Les employés ne font pas confiance aux gens qui ont obtenu des diplômes ailleurs, autres que le Canada. Et dès qu'ils arrivent ici, c'est comme s'ils n'ont pas de diplôme. Je suis détentrice d'un bac en droit de l'Université protestante au Congo. Lorsque j'ai été sélectionnée par le Québec, je n'ai pas été informée par rapport à la non-reconnaissance de mon diplôme acquis au Congo, ici au Canada. Lorsque j'ai rencontré l'agent, c'était juste des questions par rapport à ma capacité d'adaptation au Québec. Il n'a pas mentionné tout ce qui concernait les études, encore moins, disons, le séjour au Canada. Une fois au Québec, Amina doit retourner aux études. Elle laisse tomber le droit, trop long et compliqué, et se lance dans une maîtrise en relations industrielles. Des années à étudier qui coûtent cher à la société québécoise et à Amina. J'ai dû m'endetter pour financer mes études parce que j'étais bénéficiaire des prêts et bourses. Ça me coûte 105 $ aux 2 semaines. La situation est particulièrement frustrante pour ces immigrants, comme Amina et Mohamed, qui ont dû passer par un processus très complexe pour être admis comme travailleurs qualifiés au Québec. Leur candidature a été évaluée selon 6 critères, chacun des critères permettant d'accumuler un certain nombre de points. Par exemple, un diplôme secondaire vaudra 2 points, tandis qu'un doctorat en vaudra 14, et un dentiste recevra 2 fois plus de points qu'un électricien. Le même processus sera appliqué à l'âge, aux compétences linguistiques et à l'expérience professionnelle. Pour obtenir le statut de travailleur qualifié, un candidat devra obtenir un minimum de 50 points. Je suis venu voir le conseiller d'emploi Guy Gauthier. Est-ce que vous avez rendu? Oui, je suis capable de faire les devis, je suis capable de lire les plans. J'envoyais pas mal de CV par semaine, environ 5 CV par semaine. La plupart du temps, j'obtenais des réponses négatives, comme quoi que l'employé ne cherche personne à embaucher en ce moment ou peut-être je ne suis pas assez qualifié pour ce poste. Le problème, c'était qu'il me manquait une première expérience canadienne en tant qu'ingénieur. La valeur économique de l'expérience acquise à l'étranger sur le marché du travail canadien est quasiment nulle, c'est-à-dire la valeur en termes de gains pour une personne immigrante. Ça signifie qu'on considère que les personnes immigrantes sont quasiment des nouveaux entrants sur le marché du travail, alors que ces personnes détiennent une expérience extrêmement importante dans plusieurs cas dans leur pays. Ça m'a pris 4 ans total. Mon parcours m'a pris 4 ans pour pouvoir décrocher enfin un travail dans mon domaine. Mais même là aussi, c'est un contrat de 28 heures, de 28 heures semaine. C'est vraiment maigre, quoi. Moi, je trouve que c'est maigre par rapport à toutes les démarches que j'ai dû faire. Et ça m'a beaucoup marqué. Il faut s'assurer, dans notre sélection de l'immigration, d'aller choisir les gens qui ont des qualifications qui correspondent aux besoins du marché du travail. Si on va chercher des gens surqualifiés, ils vont être déçus, on va être déçus. Le manque de reconnaissance de l'expérience et des diplômes des immigrants n'explique pas à lui seul leur taux de chômage beaucoup plus élevé. Je dirais qu'il y a d'autres raisons. Je pourrais mentionner aussi la discrimination. J'ai rencontré un autre conseiller d'emploi qui m'a suggéré que peut-être il faut que je retire Mohamed de mon nom. Parce que peut-être il y a des discriminations avec les musulmans, tout ça. Et évidemment, je l'ai fait. J'ai eu à travailler avec des personnes qui travaillaient déjà en ressources humaines et qui ont pu le dire que cette histoire, cette affaire avec les immigrants, c'est vraiment réel parce que là où nous travaillons, nous avons pu voir des CV de personnes qui avaient des noms des immigrants. En tout cas, ces CV étaient vraiment à la poubelle. On ne lisait même pas, ils n'avaient pas le temps de lire. Et alors, on croit qu'il y a la discrimination qui existe. On est là justement pour parler d'intégration, pour aider les femmes immigrantes à s'intégrer à la société québécoise et canadienne.
Et tantôt, tu as dit, en parlant d'une photo, tu as dit que tu as vécu 10 ans à Montréal. Donc, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es arrivé à Montréal, quand est-ce que tu es arrivé au Québec, ça fait combien d'années, comment s'est passée ton arrivée? Voilà, je te laisse parler. Moi, je suis arrivée disons à Montréal au Canada même, mais c'était précisément à Montréal. Mm-hmm. Donc, le 1er novembre 2009. OK. Oui, donc j'ai passé comme 10 ans à Montréal et c'est depuis janvier, donc le 25 janvier que je suis à Gatineau. 2020, je suis à Gatineau. D'accord. OK. Et comment s'est passé ton arrivée à Montréal au début? Comment ça a été? Est-ce que tu es passé par des organismes d'aide à l'intégration, d'aide à l'établissement? Comment s'est déroulée ton intégration dans la société? Bon, en fait, quand je suis arrivée, j'ai passé 2 mois à Ottawa. Ah, OK. Mes deux premiers mois, je les ai passés à Ottawa. OK. Et donc là, j'étais chez mon oncle. Et puisqu'il fallait commencer les études comme au mois de janvier, Mm-hmm. et donc j'ai passé les 2 premiers mois là-bas. Ensuite, j'ai commencé mes études à l'Université de Montréal. Donc, j'ai commencé par un certificat en relations industrielles. D'accord. Puisque je devais faire ma maîtrise et que la maîtrise devait commencer juste au mois de septembre. Alors, OK. je ne pouvais pas rester comme pendant tout ce temps à ne rien faire. Donc, j'ai commencé par un certificat. OK. Et le certificat industriel. C'était juste pour me familiariser un peu avec le système québécois, OK. le langage ou l'intégration. Et par après, en fait, au mois de septembre, j'ai commencé ma maîtrise. Et je dirais que mes deux premiers mois m'ont permis C'était comme un peu une intégration par rapport au climat, parce que je venais d'arriver. Pour moi, le premier, il faisait déjà froid, même si actuellement, on trouve que le premier, il ne fait pas froid, là, mais Oui. quand je suis arrivée, pour moi, il faisait froid. Il faisait froid. Mm-hmm. Et on m'a appris comment m'habiller. OK. Donc, j'ai pas eu de difficulté là-dessus par rapport à comment s'habiller, qu'est-ce qu'il faut mettre l'hiver et tout. Et par rapport aux bottes aussi, il faudrait savoir comment marcher, comment procéder pour ne pas glisser. Exactement. C'est vrai. Donc, j'ai tout appris là-dessus. Et puis, puisque, bon, disons, la famille qui est ici a passé plusieurs années, OK. donc on m'a parlé du marché du travail, et puis de tout ce qu'il y avait comme difficulté. D'accord. Donc, j'ai appris ça comme ça. Et quand j'ai commencé mes études au mois de septembre, et j'ai commencé par la propédeutique, donc c'est comme préparatoire pour tous ceux qui n'ont pas de bac en relations industrielles. Donc, je passais comme toute la session d'automne là-dessus. OK. Ce qui fait que j'avais pas de temps à autre chose parce que c'était 15 crédits et il fallait le réussir. Et juste après, l'hiver, j'ai passé, c'était mon premier stage. Et ensuite, je dirais que pendant l'été, c'est là que je me disais, bon, puisque j'étudie en maîtrise et qu'il y a beaucoup de textes qui sont en anglais, il faudrait quand même se familiariser avec l'anglais aussi. Alors, à l'université, il y avait le programme Explore. Wow, OK. Donc c'est un programme d'1 mois. C'est une bourse que le gouvernement donne aux étudiants qui veulent aller apprendre l'anglais dans une autre province. OK. Et alors, en fait, j'ai suivi ça, c'était à Lennoxville, à Sherbrooke. Wow, OK. Donc, j'ai pris 1 mois là-bas. J'avoue que je comprenais rien de l'anglais, mais c'était quand même important. Ça valait la peine de le faire. OK. Donc, c'est là que j'ai pris mes premiers cours d'anglais. Et par après, j'ai commencé ma maîtrise régulière, l'automne qui a suivi. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Ben, en tout cas, dans tout ce que tu as dit, c'est très intéressant de voir que tu as participé à un programme. Mais avant de revenir sur le programme, j'aimerais te demander, toi, quelle a été la durée de tes études?
Oui, quelle a été la durée de tes études au complet, ici au Québec? Non, je dirais que c'était de 2000, en fait, c'est 2010 à 2014. Ok. Et donc, Ouais. Ok, pardon. Et donc, tu as fait une maîtrise, c'est ça? Oui, j'ai fait une maîtrise, oui. Ma maîtrise, en réalité, c'était comme 2 ans, hein, en fait. D'accord. Parce que 2 ans. tu avais... En fait, j'ai perdu comme une année parce que disons, le mémoire, mon mémoire n'a pas abouti. Je dirais la première année, c'était comme j'ai perdu mon temps, en fait. C'est ce qui Ok. a fait que... Mais sinon, je dirais qu'au total, c'est vraiment comme 3 ans. D'accord. J'ai terminé ma maîtrise. J'avais contacté Action Travail des femmes. Qui Okay. est un Parce que pendant... organisme. Oui, c'est un organisme de défense des droits des femmes. En D'accord. fait, c'est comme pendant que j'étais aux études, j'étais trop curieuse. Je Ok. dirais que à travers les textes, parce que moi, j'ai pris quand même des cours qui étaient en lien avec l'immigration, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et D'accord. à l'immigration, j'avais remarqué qu'il y avait les personnes qui venaient ici avaient de la difficulté à décrocher des emplois juste D'accord. après leurs études. Juste après leurs études. Alors, à travers le texte, je voyais, je pouvais faire la différence entre les groupes qui avaient réussi, parce que c'était des travaux de recherche, des personnes qui avaient réussi et celles qui n'avaient pas réussi. Et c'est par là Ok. que j'ai découvert qu'il y avait des organismes communautaires et qu'il fallait aller voir un peu au-delà de l'université. Donc, qu'est-ce que je faisais pendant que j'étais aux études? Je profitais aussi pour aller auprès des organismes communautaires et préparer mon CV et tout. Ok. Et ouais, donc, j'ai essayé de faire ça pendant ce moment-là. J'ai suivi en fait les exemples de personnes qui avaient réussi Ah, dans les ok. textes. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai D'accord. essayé d'entreprendre les mêmes démarches que ces personnes-là. C'est de cette façon que j'ai découvert Action Travail des femmes. Et à la fin, parce que lors de mon premier stage, j'avais de la difficulté à décrocher un stage. Alors que D'accord. tous mes collègues étaient déjà placés. Oui. Moi, j'avais de la difficulté à décrocher un stage parce que je ne savais pas comment ça se passait. Et le marché du travail, je l'ignorais complètement. En fait, c'est une réalité qui arrive souvent aux personnes immigrantes. Mhm. Et heureusement, disons la coordonnatrice de stage chez nous, Oui. elle connaissait un peu cette problématique-là. Et comme elle travaillait régulièrement avec l'organisme Les Petites Mains, Ok. et c'est ce qui en fait, c'est là qu'elle m'avait recommandé. Lorsque je suis arrivée et puis ils m'ont pris, et Ok. j'ai commencé mon stage. Alors, comme avant la fin de mes études, je me disais, il ne faudrait pas que je me retrouve dans la même situation que lors de mon premier stage. Cette fois-là, comme j'avais déjà pris connaissance des différents organismes, j'ai contacté Action Travail des femmes et j'ai fait des démarches comme avant même la fin de mon stage. Ce qui a fait que j'ai commencé avec Action Travail des femmes et j'ai travaillé sur mon mémoire. C'était comme un travail de fin d'études. Et, Oui. et le sujet m'a été comme proposé par Action Travail des femmes sur la reconnaissance des acquis. Et alors, j'ai travaillé là-dessus. Ok. J'ai travaillé là-dessus et à la fin de mes études, je dirais, comme il y avait un poste qui s'était libéré, j'ai Oui. pu travailler pendant ce moment-là. Oui, pendant ce moment-là, Action Travail des femmes. Donc, c'était comme j'ai animé les séances d'information qui Ok. touchaient les programmes d'accès à l'égalité et aussi disons, toute la question de... OK. En fait, il m'a été demandé aussi d'organiser le colloque Ok. sur, sur mon sujet, quoi, sur la reconnaissance des acquis. D'accord. Donc, c'était mon premier emploi que j'ai pu avoir là-bas. C'était un contrat. Ok. Et justement, je te demandais tantôt si tu as réussi à trouver du travail tout de suite après tes études, mais les emplois que tu occupais, est-ce que tu as eu, au bout de combien de temps tu as eu un emploi permanent? Je dirais que même là, mon emploi n'est pas encore permanent. Ok. Donc, Ouais. ça fait plus de 7 ans que tu es au Québec, mais tu n'es toujours pas, tu n'as pas encore obtenu un emploi permanent. Ouais, disons un emploi que moi j'aimerais avoir. D'accord. Sinon, il y a
Sinon, il y a d'autres emplois permanents qu'on pourrait occuper, mais ça ne reflète pas mon niveau de formation. Ton niveau de formation, d'accord. Et là, j'essaie parce que l'émission, c'est pour les femmes immigrantes. Donc, j'essaie de faire le lien avec les femmes immigrantes. Et est-ce que tu penses que c'est une situation qu'on retrouve fréquemment? Une situation où les femmes immigrantes ont étudié ici, mais malgré le nombre d'années passées au Québec, les études suivies au Québec, elles n'arrivent toujours pas à trouver un emploi. Est-ce que c'est fréquent ça, ou tu penses que c'est quelque chose de rare? Comment tu interprètes ça? Oui, c'est vraiment une réalité qui est fréquente auprès des personnes immigrantes. D'accord. Pour plusieurs raisons. Ok. Tout dépend. Oui, c'est vraiment pour plusieurs raisons. Ok. Et ça dépend aussi de disons, la région dans laquelle on se trouve. Ok. Parce que, oui, moi, j'étais à Montréal. À Montréal, la concurrence est forte. Ok. Ok. La concurrence est vraiment forte à Montréal. Maintenant que je suis à Gatineau, je suis vraiment fière des femmes immigrantes. Dernièrement, dès que j'ai commencé mon emploi ici à Gatineau, je dirais que j'ai croisé comme par hasard une femme immigrante qui venait d'arriver et qui a fait juste 1 mois et qui connaissait déjà un organisme, un organisme en employabilité. Et alors, elle s'est trouvée. Et j'ai vu que ici à Gatineau, les personnes immigrantes ne font pas autant d'années pour décrocher des emplois. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, l'une des raisons que tu évoques, c'est peut-être la saturation du marché de l'emploi à Montréal. Oui, à Montréal, le marché est saturé. D'accord. Mais dans d'autres villes comme Gatineau, il y aurait plus d'opportunités de travail. Oui. Pour Gatineau, il y a plus d'opportunités. Disons, en région, oui. Il y a plus d'opportunités. Oui, il y a plus d'opportunités en région et aussi au Canada anglais. D'accord. Ok. Par exemple, pour ceux qui sont à Ottawa, ils décrochent rapidement des emplois que ceux qui sont au Québec. D'accord, ok. D'accord. Mais est-ce que tu vois une autre raison à part, là on parle du marché saturé, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont dire, ben non, le marché n'est pas saturé parce que il y a des offres, mais on postule, on ne nous prend pas, on prend pas les personnes immigrantes. Et puis là, je veux revenir un peu sur, quand on a fait passer une de tes images, c'était un reportage qu'on avait fait sur toi. Mais c'était quoi le sujet, le thème de ce reportage? Bon, disons, les thèmes de ce reportage, ça regroupait plusieurs sujets. En fait, ça parlait de l'intégration au marché du travail. En fait, en gros, c'était ça. Ok. Mais on ne parlait pas de discrimination aussi? Bien sûr que la discrimination existe aussi. La discrimination systémique. OK? Parce que quand on parle de discrimination systémique, il y a des personnes qui en parlent. La discrimination systémique, c'est une réalité qui existe. Ok. Et puis, il y en a qui ont été discriminés pour d'autres raisons, qui parlent des raisons raciales. Ok. Il y a pour ça. Mais moi, dans le travail que j'ai fait, en fait, mon travail de fin d'études, il y avait plus la discrimination systémique. Parce que la discrimination systémique touche les pratiques. OK? C'est au niveau des pratiques même qui existent ici. Parce que ces pratiques-là, elles ne sont pas toujours connues et comprises des uns et des autres. Okay? D'accord. Par exemple, j'aborde la question de l'entrevue, par exemple. Pour une personne immigrante, on ne lui a pas appris à se vendre en entrevue. OK. Mais ici, il faut se vendre en entrevue. C'est déjà une pratique qu'on ignore. Okay? Autant au Québec, les personnes qui sont ici, disons, les ressources humaines, ignorent un peu c'est quoi la culture de la personne immigrante. Oui. Et pour une personne qui n'a pas été, qui n'est pas passée auprès d'organismes communautaires ou bien d'organismes d'employabilité, elle ne pourra pas non plus comprendre ce qui se passe. Et à première vue, qu'est-ce qu'elle dirait? Moi, je suis victime de quoi? Soit des racismes, soit des discriminations, soit on ne veut pas de moi et tout. Mais parfois, c'est l'ignorance, que ce soit du côté des employeurs, ou aussi du côté
personnes immigrantes. Mais parfois aussi, il y en a qui ont parlé de quoi? De racisme aussi. D'accord. Ok. Il y en a qui ont vécu ça réellement et donc c'est une réalité qu'on ne peut pas comme ignorer. D'accord. Mais on a quand même parlé dans ton discours, tu as quand même parlé des organismes du milieu, des organismes communautaires. Parmi ces organismes, il y a beaucoup d'activités, d'ateliers, la préparation à l'entrevue, comment faire son CV. Comment alors tu expliques que les personnes immigrantes restent encore ignorantes de certaines pratiques ou ne savent pas se vendre en entrevue alors qu'il y a des organismes dans le milieu qui sont spécialisés dans la recherche d'emploi? Mais c'est parce qu'il y a un problème d'information. Il y a un problème qui se passe au niveau de l'information en général. Parce que il y en a qui viennent et puis qui désirent tout de suite travailler dans leur domaine. OK. Ils veulent travailler dans leur domaine, mais ils ne savent pas. Moi, par exemple, je dirais en Afrique, dans mon pays, j'ai étudié en droit. OK. Arrivé ici, moi, je ne voulais pas travailler en droit. D'accord. Et je ne dirais pas que les droits de l'autre côté, ce n'est pas pareil, là, même si on parle de la common law, mais ce n'est pas pareil. Il y a le droit de la famille, ce n'est pas la même chose. Oui. Oui, les droits de la famille, tu ne me diras pas que les droits qu'on pratique au Congo, c'est le même droit qu'on pratique ici. Non, droit de la famille, c'est tout à fait différent. OK. Déjà, au départ. Alors, dès que tu arrives, il faudrait se renseigner sur le marché. OK. Moi, je te donnerai mon exemple. Quand je suis arrivée, disons, la femme de mon oncle, elle m'a découragée un peu parce qu'on me parlait aussi des sciences infirmières. Elle m'a dit, si tu tiens à avoir des enfants, plus tard, sache que tu vas travailler de nuit lorsque tu vas commencer. OK. Donc, ça prend quelqu'un de te dire ça pour t'informer. Mais une personne qui vient de l'Afrique, là, ne te dira pas nécessairement qu'elle a travaillé de nuit de l'autre côté. Il y en a qui ont juste travaillé de jour. Oui, alors, c'est vrai. Elle était infirmière de l'autre côté et arrivée ici. Ah, moi, je veux être infirmière. Elle a des enfants à bas âge. Elle n'a pas de garderie. Donc, dès que tu arrives, tu commences à penser d'abord, les enfants, ils doivent aller à l'école, il y a la garderie et tout. Donc, tu es dans toutes ces démarches-là avant de commencer à penser à toi-même. Oui. Okay? Donc, ça prend un temps. Ça prend un temps pour bien s'intégrer sur le marché du travail. Et puis, moi, je dirais que dès qu'on arrive là, ça te prend du temps. Le temps, là, ça vaut la peine de le prendre parce que c'est de cette façon que tu vas apprendre à comprendre, à connaître l'autre, à connaître le milieu et à connaître tout ce qui se passe. Parce que si tu ne connais pas, c'est clair que tu vas vraiment te planter dans plein de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais justement, tu dis ça prend le temps d'apprendre. Et moi, je te connais et je sais que tu es quelqu'un qui... tu as pris le temps de découvrir ton milieu et on va parler du bénévolat. Et tu es une bénévole exceptionnelle. Et j'aimerais que tu parles un peu du bénévolat, que tu parles que tu nous parles un peu de ce que ça t'a apporté, toi. Comment tu vois le bénévolat et c'est quoi les bienfaits? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le bénévolat? Bon, moi, je dirais que quand j'ai commencé, en fait, les 2 premiers mois, mon oncle m'a dit, regarde les sites d'emploi, tu peux y aller et puis tu peux appliquer. Même si tu vas passer 2 mois ici à Ottawa, tu peux toujours envoyer ton CV et puis on verra, peut-être qu'un employeur va te contacter. J'avoue qu'il n'y a personne qui m'avait contacté. Là. Personne. Et là, j'ai compris. Quand je suis arrivée à Montréal et puis j'ai pris le temps qu'il fallait. Et par après, j'entendais parler du bénévolat. C'est toujours dans mon cours. Là. Les cours, dans les textes que je lisais, ils parlaient de bénévolat. Alors, je commençais à faire des recherches sur Internet. Oui. Et alors, je me suis intéressée à faire du bénévolat. C'était, je me souviens, la première fois que j'ai fait, c'était auprès des personnes âgées. Il fallait juste sortir. Oui, c'était ça. Il fallait juste sortir la personne. OK. Il fallait sortir la personne, prendre une marche et tout. Et c'est ça. C'était juste ça qu'il fallait faire.
Et j'ai pris, comme on me disait qu'il fallait utiliser cette expérience sur le CV, Oui. eh bien, j'ai ajouté ça. C'était comme ma première expérience ici. J'ai mis ça sur le CV. Alors, quand j'ai commencé mes études, je me disais, il fallait quand même travailler parce que, je dirais, après la première année, il y avait un mémoire à faire. Mhm. Et après, le mémoire, c'était à temps plein, mais je pouvais travailler de jour. Oui. Okay? Oui, je pouvais travailler de jour. Alors, je me suis dit, bon, c'est là que j'ai commencé à faire du bénévolat. Et quand j'étais maintenant en recherche d'emploi, je suis allée à l'Université de Montréal. Je me disais, bon, il y avait des offres d'emploi à l'Université de Montréal comme assistante technique. OK. Donc, c'est accompagner les étudiants qui appliquent pour l'aide financière aux études. Alors, je suis allée et j'ai appliqué. Et la dame, en fait, la personne qui était en face de moi, elle m'a posé juste la question, « Waouh, tu as travaillé avec des personnes âgées ?» J'ai dit oui. OK. Et c'est ça. Moi, j'ai décroché cet emploi-là comme ça. OK. Et il n'y avait pas d'autres questions après. OK. D'accord. J'ai commencé. Et c'est l'expérience que j'ai pu avoir là-dedans. Et par après, j'ai eu à faire d'autres bénévolats. Quand en fait, Action Travail des femmes, comme c'était à contrat, et après la fin de mon contrat, il y avait aussi, je n'avais pas ce côté, ils cherchaient un poste en fait, les postes qui étaient affichés, c'était un poste d'intervenant. OK. Sauf que moi, j'avais pas d'expérience du côté intervention. D'accord. Donc, je manquais cette expérience. Alors, je me suis dit, non, je vais aller faire de l'écoute active. Wow. Et suivre une formation. OK? OK. Alors, j'ai suivi une formation de 30 heures et j'ai fait de l'écoute active pendant 2 ans. Et par après, j'ai pu travailler comme en animation. D'accord. En animation des ateliers, des séances d'information. Et ça m'a permis même en fait, c'est toutes ces expériences-là. Par après, j'ai eu à faire encore d'autres bénévolats, même avec l'organisme Acte d'amour. C'est vrai. Oui, j'ai fait du bénévolat là-dessus et des bénévolats aussi en ressources humaines. OK. Oui, en ressources humaines que j'ai mis sur mon CV parce que je n'arrivais pas à décrocher des emplois pour le poste en ressources humaines, par exemple. D'accord. Alors, donc, j'ai fait du bénévolat là-dessus. Et par après, toutes ces expériences, en fait, m'ont aidé à travailler comme superviseur en employabilité. Wow. Parce que ça faisait de l'intervention aussi. OK. Et le fait de parler aux gens, de l'orientation client, en fait. Oui. Donc, ça veut avec toutes ces expériences de bénévolat. OK. Et en fait, oui, ça m'a accompagnée dans tout ce que j'ai eu à faire par après jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, si je comprends un peu ta stratégie, ta stratégie d'intégration en emploi, c'est que à chaque fois que tu as eu besoin d'aller chercher des compétences, à chaque fois que tu as eu besoin d'aller chercher une expérience de travail que tu n'avais pas dans ton CV, non. À chaque fois que tu es allé chercher une expérience de travail que tu n'avais pas dans ton CV, tu es allé la compléter avec du bénévolat. Comme tu disais, tu n'avais pas d'expérience en RH, donc tu allais faire du bénévolat qui s'orientait un peu ressources humaines. Tu n'avais pas d'expérience en intervention, tu allais faire du bénévolat en écoute active. OK. Donc toi, on voit clairement dans ton parcours que le bénévolat t'a permis d'avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as étudié en ressources humaines, mais le bénévolat t'a permis de toucher un peu à plusieurs domaines, si on peut dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. OK, d'accord. Donc les femmes immigrantes qui nous écoutent, le bénévolat c'est très important. Mais étant dans le milieu des femmes immigrantes, qu'est-ce qui empêche les femmes immigrantes à prendre conscience que le bénévolat c'est une clé d'intégration, une clé de succès pour une bonne intégration, pour une intégration efficace? Toi, quand on t'écoute, c'est comme si tu as
C'est comme si ça a été facile pour toi de penser au bénévolat, d'aller vers des expériences de bénévolat. Pourquoi ce n'est pas facile pour tout le monde d'avoir de penser de cette façon-là? À ton avis, pourquoi c'est pas automatique de se dire, OK, moi, je veux travailler dans l'intervention. Bon, j'ai pas une expérience de travail dans ça. Je vais aller faire du bénévolat et je vais acquérir les compétences. Bon, moi, je dirais que ma formation a beaucoup contribué là-dessus. Quelle formation? Formation, ma maîtrise en relations industrielles. D'accord, Ça, OK. oui, parce que les relations industrielles, c'est orienté. C'est une formation axée sur le marché du travail. D'accord, OK. Donc, on apprenait toutes les astuces nécessaires, les relations qui se tissent à travers le travail. Et donc, c'est le marché du travail à travers cette formation-là. D'accord. Donc, il y avait plusieurs facettes et puis je pouvais voir disons, les réalités du marché du travail sous divers, comme on dit là, quand tu portes plusieurs casquettes. Quoi. OK, oui. Donc, oui, j'ai eu cette facilité-là à travers ma formation. Parce que les différents textes qu'on étudiait en classe, ça nous parlait de ça, de réalité du marché du travail. Donc, moi, c'est parti de là. Et par après, je dirais que quand j'ai travaillé à l'Université de Montréal, le fait que j'accompagnais les étudiants, ils venaient tous et ils parlaient de leurs problèmes. Et je voyais, avant même de terminer mes études, je voyais tous ces étudiants qui étaient passés par tel programme, et ils n'arrêtaient pas de changer, de partir d'un programme à un autre. Oui. Et je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'il y avait un problème d'information. Le manque d'information ou bien la mauvaise information était à la base de tout ça, parce que la personne n'avait pas l'information qu'il lui fallait. Je dirais même, un jour, je prendrai un exemple, un jour, alors que je travaillais là-bas, il y a eu un étudiant qui est venu et qui avait un doctorat, je ne sais plus dans quel domaine, mais qui venait de la France. Et on nous dit qu'il y a des rapports entre la France et le Québec. Mais quand il est arrivé ici, on lui a proposé de recommencer ses études. Wow. Et pourtant, il avait un doctorat. OK. Dans le domaine. Alors moi, quand il m'a parlé de ça, il est venu appliquer pour l'aide financière. Ah bon, je dirais que je l'ai découragé parce qu'il n'avait plus appliqué. Bon, mais c'est ça aussi donner des conseils et puis aider hein. Je pense que c'est ton côté aide qui est remonté à la surface pour venir en aide à cette personne-là. Oui, parce qu'il devait prendre une bonne décision. Alors, quand il est arrivé, puis il a dit, oui, moi, j'ai un doctorat français et j'aimerais étudier ici, compléter un autre doctorat et dans le même domaine. Puis, je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Il dit, mais parce que là, j'ai appliqué sur le marché du travail et puis j'ai pas trouvé d'emploi. Je dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Et il me dit, ça fait 1 mois. Wow! Ça fait 1 mois et puis vous voulez retourner et puis non seulement pour compléter un autre doctorat, mais c'est pour commencer au bac. Wow. Mais est-ce que vous savez comment vous allez vous endetter? Je dis, vous allez vous endetter pour le bac et après le bac, vous allez faire la maîtrise et après la maîtrise, un doctorat. J'ai dit, ça n'a pas de sens et j'ai lui parlé de l'organisme Hirondelle. Wow. Hirondelle qui accompagne les personnes immigrantes. Il a dit, ah oui, on ne m'avait jamais parlé de ça. Et il m'a dit qu'il voulait savoir comment est-ce que j'ai appris. J'ai dit, je suis allée sur Internet et puis j'ai fouillé un peu, j'ai cherché à savoir que fait chaque organisme ici. Exactement. En fait, j'ai fait quand même le tour. Et là, il est allé à Hirondelle pour se renseigner et il a pu avoir la reconnaissance de ses acquis. Wow. Donc, il n'a plus repris, même si on dit que la reconnaissance des acquis, même si ce n'est pas encore une réalité ici, mais le monsieur a pu décrocher un emploi. Wow, ok. Grâce à cette information. Oui, il a pu décrocher un emploi dans son domaine, ce qui a fait qu'il n'est plus retourné aux études. D'accord. Donc, il faut juste avoir la meilleure information qui s'applique à notre situation. On n'est pas comme retourner, commencer à refaire toutes les études.
Ok, donc oui, c'est ça, c'est quand on arrive au Québec, avant de se jeter tout de suite dans les études ou dans le travail, l'importance de découvrir le milieu, de prendre connaissance du milieu et des organismes du milieu. Et comme tu disais, de connaître chaque organisme, ce que chaque organisme fait, et puis ça peut nous aider à prendre la bonne décision suite à la bonne information, au fait. Mais pour revenir un peu à ma question, toi, Amina, qu'est-ce que comment tu expliquerais que les personnes immigrantes ne sont pas orientées vers le bénévolat? Pourquoi elles ne sont pas, pourtant on en parle du bénévolat, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait certaines personnes immigrantes comme toi et moi, nous avons fait et continuons de faire du bénévolat. Pourquoi il y en a d'autres qui n'intègrent pas que le bénévolat est une clé de succès ou peut être une clé de succès pour une intégration réussie? Est-ce que tu as des éléments de réponse sur le pourquoi? Bon, moi, je dirais que je parlerai du réseau, du réseautage. OK. Je parlerai du réseautage. En fait, on nous dit que dès qu'on arrive ici, tout dépend du réseau dans lequel tu t'intègres en premier. Exactement. OK? Moi, mon oncle, quand je suis arrivée, mes oncles aiment les études. Ma mère aime les études. Les Africains aiment les études. Oui. Et moi, là, quand tu n'as pas étudié, ça ne marche pas. C'est obligatoire. C'est un passage obligé. OK? De retourner. Et non seulement de retourner aux études juste pour étudier, mais tu vises l'excellence. Oui. En fait, c'est ça. Dès que tu arrives, il y a plusieurs personnes, dès qu'ils arrivent, si ton réseau, c'est des réseaux, comme on dit chez nous, des personnes qui travaillent Bourassa. Vous connaissez Bourassa, non? À Montréal, c'est la manufacture. OK, d'accord. Oui, dès que vous arrivez, si vous tombez sur une personne qui travaille dans la manufacture, cette personne dira tout de suite, par exemple, que de toute façon, il n'y a pas d'emploi ici. Exactement. Il n'y a pas d'emploi ici, tu vas finir dans la manufacture. Moi, je me souviens, avant de venir ici, on me disait, ton diplôme ne servira à rien. En fait, c'est ce qu'on... Oui, au Congo, c'est ça, là. C'est ce qu'on entendait toujours. Vos diplômes ne servent à rien. Ça va servir dans la manufacture ici, une fois rendu au Québec. OK, d'accord. Alors, il y a des personnes, dès qu'ils arrivent, ils savent ça et ils gardent ça en tête. Alors, dès que tu arrives et qu'on t'oriente directement, parce que le premier, disons, ton premier contact, c'est le réseau que tu as. Oui, exactement. Alors, il y a des personnes, dès qu'ils arrivent ici, tu tombes sur des personnes comme ça, ils vont vous orienter tout de suite là où ils travaillent. Oui. On cherche du monde ici. Donc, si vous venez, ils vont vous prendre. Or, la personne immigrante, dès qu'il arrive et qu'il n'a pas d'argent, il veut travailler tout de suite. Exactement. Okay? Il veut travailler tout de suite et décrocher un emploi tout de suite. Alors, il va travailler dans la manufacture. Mais sauf qu'après un certain temps, si c'est quelqu'un qui avait un diplôme universitaire, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que tu vas tellement décrocher que tu vas commencer à chercher autre chose pour sortir de là. D'accord, OK. D'accord. Donc, de ce que je comprends, de ce qu'il faut retenir au fait, ça dépend du réseau avec lequel on est en contact. Donc, à toutes les femmes immigrantes qui nous regardent, quand vous arrivez au Québec, découvrez le milieu dans lequel vous êtes, allez vers les organismes et faites du bénévolat parce que ça va vous ouvrir les portes comme ça a ouvert les portes à Amina qui parle, ça m'a ouvert des portes à moi et à plein d'autres qui sont passés ici aussi. Et donc, en tout cas, merci pour tout ça. Et puis, j'imagine que tu as parlé tantôt d'un programme où tu étais allé apprendre l'anglais, mais tu as eu connaissance de ce programme justement en côtoyant des organismes. Non, le programme Explore, je l'ai appris à l'université. D'accord. Parce que c'est vraiment sur le site de l'université, mais c'est aussi, disons, quand on fait la recherche sur Google, mais moi, c'était plus à l'université. D'accord. Et puisque j'étais bénéficiaire de des prêts et bourses. Oui. Et dès que tu ouvres un dossier à l'aide financière, ça apparaît. Programme Explore pour ceux qui veulent aller apprendre l'anglais langue seconde. D'accord. Alors moi, ça m'a intéressé et puis j'ai appliqué à ce programme-là. OK. Donc, voilà aussi une autre
une autre clé de succès, de participer à des programmes qui nous sont offerts. Si nous sont offerts, c'est qu'ils sont quand même importants. Il y a des bénéfices à en tirer. Donc, c'est ça. Apprenons à connaître notre milieu, à découvrir les ressources et puis surtout à en profiter des ressources. Donc, je vais utiliser peut-être un autre mot parce qu'au Québec, j'ai appris que profiter, c'est un peu négatif comme mot. Apprenez à attirer profit. Merci. Apprenez à tirer profit de tous ces programmes qui s'offrent à nous. Alors, donc, on va terminer. Avant de terminer le Zoom intégration, est-ce que tu peux juste nous dire, toi, au quotidien aujourd'hui, ça fait 10 ans, hein, si on parle en termes d'années, ça fait 10 ans que tu es au Québec et on voit que tu es passé par plusieurs expériences. Tu as fait de l'écoute active, tu as travaillé en RH. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu pourrais résumer ton activité que tu fais aujourd'hui? En tout cas, je dirais que ces jours-ci, c'est le travail. Après le travail, je suis à la maison. Ok, d'accord. Ok. Alors. Le contexte actuel ne me permet pas de faire plus que ça. Alors, d'après le travail, mon travail est prenant. Et dès que je rentre, je suis à la maison et puis je m'occupe. Je fais autre chose. Et puis, j'ai d'autres projets aussi. Ok. Et tu travailles en employabilité? Oui, je travaille en employabilité. Ok. Donc, moi, j'aimerais quand même te demander, c'est quoi ta plus mauvaise expérience ici au Québec? Quand tu penses à toutes ces années de vie ici au Québec, c'est quoi ton pire souvenir? C'est ta plus mauvaise expérience que quand tu penses à ça, tu dis, waouh! En tout cas, c'est quoi ton pire souvenir ici, ta pire expérience au Québec? Bon, moi, je dirais que c'était ma recherche d'emploi qui piétinait, en fait. Ok. Je trouvais que ça piétinait, hein, et puis c'était comme, je me disais, mais quand est-ce que je vais voir les tunnels? Quand est-ce que je vais décrocher un emploi qui relève réellement de mes compétences et que j'aime? Parce que j'ai compris aussi que il y a des mauvaises expériences aussi en milieu de travail. Là, tu décroches un emploi qui relève vraiment de tes compétences, mais c'est un emploi tellement stressant. Moi, je dirais que ça, c'est une mauvaise expérience là et j'aimerais plus. C'était vraiment stressant comme emploi et puis je dirais que c'était dans les privés. Ok. Et pour moi, ouais, j'ai pas aimé là. J'ai compris que c'est vrai que tu peux, dans le travail, on peut aspirer à avoir un bon salaire, un bon salaire. Oui. Mais c'est pas ça vraiment qui est l'essentiel. La santé, là, c'est vraiment, ça passe au-dessus de tout. Parce que tu peux décrocher un emploi que tu aimes, mais dès que tu n'es pas vraiment à l'aise, confortable dans cet emploi et qu'il y a trop de pression, oui. C'est pas un emploi à garder. D'accord, moi, ok. Ça, je dirais que pour moi, c'était une mauvaise expérience. Heureusement, je ne suis plus là-bas. Ok. Donc, toi, ta plus mauvaise expérience est liée à l'emploi. Oui. À un emploi que tu as eu à occuper. D'accord. Ouais. Et ta meilleure expérience au Québec, ton plus beau souvenir, ta meilleure expérience? Bon, je ne rentrerai pas dans le personnel. Moi, je reste dans l'emploi. Ok. Pas de problème. C'est toi qui choisis de nous dire. C'est comme j'ai reçu une femme immigrante ici qui disait, alors, ma meilleure expérience en dehors de ma petite famille, tu vois, donc... ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup mon mariage. Là, je suis vraiment contente. Je vis encore ma lune de miel. Bravo, puis, félicitations. Merci. Et puis, en emploi, je dirais que je sais maintenant où aller. Wow. Je sais comment décrocher un emploi que j'aime. Wow. OK. Ça, c'est vraiment, ouais. OK. Je dirais que pour le moment, là, c'est ma plus grande réalisation. Même si mon emploi n'est pas encore permanent, j'ai tous les avantages des permanents. OK. C'est juste question de temps. D'accord. Donc, ça pas de problème. Je peux aller où je veux maintenant. Alors. Ah. Juste, félicitations.
Oui, à cause de cette expérience-là, je peux aller où je veux. Ah ben ça c'est bien. On voit ta satisfaction et puis à quel point tu es épanouie. Donc félicitations pour toi. Et pour revenir un peu au Québec, c'est quoi ton plat préféré québécois? Bon, même si on dit que c'est pas un plat québécois, mais moi j'aime beaucoup le pâté chinois. Ah, on a le même plat. J'aime beaucoup le pâté chinois et puis j'aime beaucoup la lasagne aussi. D'accord, ok. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Ben, en tout cas, là, on va passer à la troisième partie de l'émission. Donc, c'est le Zoom motivation. Donc, je vais te demander vraiment, Amina, de regarder en face de toi la caméra euh, et de te dire, OK, il y a une femme immigrante qui t'écoute, une femme qui est découragée, une femme qui est triste, une femme qui est stressée, une femme qui a envie de tout abandonner ou qui peut-être se dit, je vais jamais y arriver. Pourquoi je suis venue au Québec? Je vais rester en manufacture, comme tu parlais tantôt. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à cette femme-là aujourd'hui? Qu'est-ce que, comment tu peux l'encourager? Donc, je te laisse, voilà, le temps de t'adresser à une femme immigrante. Bon, moi je dirais que euh, toutes les, disons, on est des cas uniques, on est, nos cas ne se ressemblent pas. Oui. Et puis les expériences ne se ressemblent pas non plus. Mais ce que je dirais, c'est d'aller chercher l'information. D'aller chercher l'information là où elle se trouve. Vous savez, moi, je n'ai pas fréquenté un seul organisme en employabilité. J'en ai fréquenté plusieurs. Et dans chaque organisme, je dirais que dans chaque organisme, il y a des particularités. Comme par exemple, je dirais, j'ai été dans un organisme et suis tombée sur une femme immigrante. En fait, la première personne qui avait fait mon CV, c'était à l'Université de Montréal. OK? Et là, cette personne-là, elle a essayé de le faire, de me poser des questions, mais ça ne reflétait pas ce que je disais réellement. Même si cette personne était en employabilité, mais cette personne n'était pas dans le contexte du Congo parce qu'il fallait comme transférer les expériences du Congo aux expériences d'ici. Il n'était pas à mesure de comme mon CV ne reflétait pas ce que moi je voulais. Mais quand je suis allée auprès d'un organisme communautaire, la personne aussi que je trouvais là-bas, elle a fait son bout. Parce qu'à travers l'accompagnement qu'ils font, moi, ça m'a aidé à... Aujourd'hui, si je peux travailler sur les CV des gens, si je peux accompagner les personnes en employabilité, c'est parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, j'ai pu tirer l'expérience de chaque intervenant. À tous les niveaux, il y a toujours quelque chose que j'ai appris. Ça ne marche pas auprès d'un organisme, changer d'organisme, aller ailleurs. Donc, il ne faut pas baisser les bras, aller ailleurs parce que vous allez apprendre, vous allez découvrir. La personne qui a changé mon CV, comme par hasard, je suis tombée sur une dame qui a étudié dans le même domaine que moi. D'accord. Et quand elle a fait mon CV, tout de suite, j'ai commencé à décrocher des entrevues. OK. Donc, vous comprenez déjà qu'il y avait un pas de plus. Avant, j'avais aucune entrevue, mais là, j'ai pu avoir des entrevues. Mais même si je pouvais avoir des entrevues, je n'arrivais pas à décrocher des emplois. Ça m'a pris un autre organisme pour m'apprendre. J'ai appris. Donc, dans chaque organisme, il y avait un plus. Jusqu'à le dernier organisme que j'ai fréquenté, la personne m'a dit tout simplement, il posait des questions, il ne me regardait pas. Et cette personne-là, c'est la dernière expérience à laquelle je m'accroche. Elle m'a posé des questions et il ne me regardait pas. Et là, moi, je parlais. C'est comme on nous apprend là, vous comprenez les différentes questions d'entrevue, quoi. Oui. Alors, on pose des questions et moi, je réponds là, comme un robot, là, d'après tout ce qu'on nous apprend. C'est ça. Et au bout de 2 minutes, la personne me dit, est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de dire? Et là, c'était brutal, je vous assure. C'était brutal. Mais cette personne m'a beaucoup aidée et j'ai compris. Et j'ai compris que j'avais des difficultés, disons, à me vendre en entrevue. D'accord. Parce que là, il commençait à poser des questions courtes. Mais pourquoi tu réponds comme ça? Et là, je réponds, il me dit, non, dis-moi ce que toi tu faisais réellement.
OK. OK? Essayez de faire cet exercice-là, vous allez réaliser que parfois en entrevue, la personne, les recruteurs, ils ont tellement rencontré du monde que les personnes répètent la même chose. À un moment donné, sortons un peu de tout ça. Soyons OK. juste original et parlons des choses qu'on a réellement fait et non OK. des choses qu'on ferait plus tard. D'accord. OK. Donc, ça, les conseils que je donnerais, c'est d'aller chercher l'information là où elle se trouve. OK. Il y a plusieurs informations sur les sites. Essayez d'appeler partout. Moi, quand je suis arrivée, mon oncle m'a dit, j'oublierai jamais ça. Il dit, au Québec, il faut tout tenter, tout. Wow. Okay? Exactement. Essaye tout ce que tu peux faire. Tu verras qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Okay. On pourra te dire non ici. Peut-être que c'est juste la façon de formuler la demande. OK. Reformule ta demande et tu seras étonné que tu vas finir par avoir tout ce que tu veux. Même si ce n'est pas tout ce que tu veux, au moins tu auras une référence. OK. Au moins tu auras une référence. Alors moi, c'est ça. Aller chercher l'information. Il y a des centres locaux d'emploi ici. Et les femmes immigrantes ne sont pas souvent, on ne le voit pas souvent dans des centres locaux d'emploi. Oui. Allez-y. Votre intervenant vous dit que ah ouais, il n'y a pas de programme qui s'applique à vous. Continuez d'aller. OK? Moi, c'est au dernier moment que la dame a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à décrocher des emplois. Et je lui ai expliqué, et c'est là qu'elle m'a parlé des entreprises d'entraînement. Donc, oui, c'est vrai. Oui, c'est là qu'elle m'a parlé des entreprises d'entraînement. Mais si j'avais baissé les bras, je n'allais pas découvrir qu'il existe des entreprises d'entraînement. Et c'était ma dernière expérience, disons, comme chercheuse d'emploi. Oui, en milieu du travail. Donc, c'était ça. Et j'ai senti que j'étais épanouie suite à ça. Alors, il faut continuer, comme on dit là, continuer à frapper. Frapper la porte. Ça ne marche pas ici, vous allez à l'autre porte. Là. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut donner. Et à travers les différentes expériences, on développe un réseau. Et le réseautage, à un moment donné, ce n'est pas vous qui allez chercher les emplois, c'est des personnes qui vous connaissent. C'est le réseau qui va vous contacter pour pouvoir travailler avec eux. Donc, vous n'allez plus chercher. Okay? C'est le réseau qui va vous chercher. Et le bénévolat, ce n'est pas une perte de temps. Et vous savez, le bénévolat, c'est pas parce que vous n'êtes pas payé, mais vous allez gagner quelque chose. Exactement. Vous allez toujours recevoir quelque chose à travers le bénévolat parce que c'est un lien que vous tissez quelque part. Et vous n'avez pas besoin de faire toute une journée au bénévolat. Vous savez, même une journée, une demi-journée, c'est une expérience. Exactement. Parce que sur votre CV, vous n'allez pas dire je faisais ceci pendant 5 heures du temps. Non. Et ils ont vu juste l'expérience que vous avez développée. Exactement. Il faut la découvrir et vous allez comprendre des petits secrets qui existent là-dedans. Ah, merci pour cette belle motivation. Je pense que tu as tout dit et puis tu as abordé différents angles. Alors, merci. Donc, sans plus tarder, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est le Zoom rayonnement. Alors, donc, le rayonnement, c'est quoi? Tu vas nous dire ce que tu es fier d'apporter au Québec et au Canada. Donc, toi, Amina, après toutes ces années passées ici, dans ce pays, dans cette belle province, qu'est-ce que tu es fier? Tu sais, on parle souvent des personnes immigrantes comme des personnes qui viennent juste pour obtenir des choses, mais on n'est pas là seulement pour recevoir, on est là aussi pour apporter, pour contribuer. Donc, moi, je te laisse la parole et puis sois fier de nous dire de quoi tu es fier, qu'est-ce que tu apportes au Québec et puis voilà, fais ton rayonnement, dis-nous ton actualité, si tu as des annonces à passer, si tu as des choses à recommander. En tout cas, c'est ça, comme le mot dit, rayonne, brille, c'est ton moment. Donc, c'est ça. Bon, moi, qu'est-ce que je dirais là-dessus? Je dirais que, premièrement, je suis fière d'être au Québec et de travailler au Québec. Vous savez que j'ai quitté mon pays, j'ai travaillé juste 9 mois comme journaliste et ça n'avait rien à voir avec mon domaine de formation. OK. Rien à voir avec mon domaine de formation. Alors ici, j'ai décroché un emploi et je paye les impôts.
Oh, waouh! J'avais jamais pensé à ça. Mais oui, à travers mon travail, là, il y a des impôts, je vous assure, il y a des impôts qui sont payés et c'est le tiers de mon salaire. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, je contribue déjà, là. Juste ça, là, je contribue déjà. Exactement. Okay? Déjà, sur le plan économique au Québec. Et puis, je dirais aussi que peu importe là où je vais maintenant, en fait, moi, dans ma formation, l'objectif, là, c'est d'occuper des postes au niveau stratégique des organisations. Okay? C'est là où les décisions se prennent. Là. Exactement. Ouais, c'est pas en dessous, là où vous subissez, vous êtes juste pour exécuter. Non, c'est là où les décisions, les grandes décisions se prennent. Alors moi qu'est-ce que je dirais aux femmes, là, je suis fière parce que je peux apporter des changements à ces niveaux-là. OK. Que ce soit au niveau de conseils d'administration. Femmes immigrantes, là, il faudrait assister. Il faudrait participer à des conseils d'administration des organismes. Exactement. Parce que c'est l'instance supérieure, là. C'est là où on prend des décisions sur nous. Exactement. Okay? C'est là où on prend des décisions sur toi. Quand vous voyez les organismes féministes, moi, je suis contente parce que j'ai travaillé auprès des organismes féministes. Les femmes immigrantes, généralement, on s'éloigne. Oh non, là, quand on va travailler là-bas, on va nous dire de nous séparer de nos maris et tout. Ça n'a rien à voir. Si vous avez déjà, à moins d'avoir déjà disons, à moins que votre mariage soit déjà bizarre, pour que vous puissiez utiliser ça comme raison. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez là-bas, c'est pour apporter un plus. Parce que moi, j'ai vu ça en travaillant auprès de ces organismes, disons des organismes féministes. J'ai pu apporter disons, un plus par rapport aux femmes immigrantes. On n'avait pas de voix. Wow. On n'avait pas de voix. Donc, c'est comment je vais dire ça? C'est comme quand vous n'avez pas de voix, c'est les autres qui décident pour vous. Pour nous, exactement. Vous allez continuer, on va continuer à se plaindre, mais c'est les autres qui vont décider pour nous. OK? Mais par contre, quand vous faites partie, vous pouvez influencer les décisions. Exactement. Je vous assure que les décisions ont été changées. Ah, wow. Oui, l'année passée, lors des élections, ça prenait une personne de couleur. OK? Exactement. Non pas seulement décorer, hein, pour décorer. Quand Trudeau nous a reçus, là, on a compris l'importance de la diversité parce que lui, il tenait à ça. Exactement. Donc, là, tu peux parler, tu peux apporter un plus. Alors que tout le monde regarde à gauche, toi, tu peux apporter un autre plan et les autres vont réaliser que, OK, on n'avait jamais vu les choses se passer comme ça. Oui, je prenais juste les cas des violences gynécologiques, obstétricales, par exemple. Oui. C'est pour pouvoir travailler auprès du réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec, le RAFIC. Exactement. Quand il parle de mutilation génitale féminine, tu comprends. Tu comprends ce qu'une femme immigrante vit et tu peux apporter cette réalité-là pendant que les autres parlent de violences. Exactement. Des violences. Mais si vous n'avez jamais été là, vous ne saurez pas apporter un plus. Aujourd'hui, on peut écouter ces organismes, on peut écouter le RAFIC là quand il parle de violence. Exactement. Notre point de vue, et puis nous, on est au Québec, on est immigrante, nos réalités ne sont pas nécessairement connues d'ici. Exactement. Il faut être présent dans des conseils d'administration. C'est vrai. C'est très important d'être là présente et de pouvoir influencer les décisions. Là où je suis aussi actuellement, je dirais que j'apporte un plus parce que les personnes immigrantes, là, ils ne savent pas toujours. En fait, vous pouvez vous faire refuser des services, mais quand on est là, on sait comment passer au travers. Passer au travers. Et quand ils demandent est-ce que vous avez des points de vue à apporter, c'est là qu'on apporte nos points de vue et ça, vous êtes juste là en train de vous dire ah, ok, la fois passée j'étais venu mais ce service n'était pas disponible, mais aujourd'hui tel service est disponible, mais c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé. Exactement. Et qui a compris la réalité d'ici
et puis qui est intervenu. Wow. OK? OK. Même si ce n'est pas au niveau des organismes, au niveau de quoi, mais à l'école, les enfants, les conseils des parents là-bas à l'école. Comité des parents d'élèves, exactement. Les comités des parents des élèves là-bas, vous pouvez apporter un plus à ce niveau-là. Exactement. Oui, si vous ne voulez pas que votre enfant fasse n'importe quoi, et bien, allez. C'est à vous d'aller parler. OK? Parce que si vous ne faites pas partie du comité des parents, personne ne va vous écouter. Hein? Exactement, Personne. oui. Oui, à l'université, mon professeur qui en tout cas, qui m'a beaucoup inspiré en matière d'immigration, c'est Madame Chicha, okay? Marie-Thérèse Chicha. OK. Et elle, là, elle parle de l'immigration, des histoires des femmes, de quoi. C'est ça, parce qu'elle-même, elle s'est battue pour avoir cette place-là aujourd'hui. Wow. Okay? Elle s'est battue. Alors, elle en parle. Alors, tous ceux qui viennent par là, qui passent par là, comprennent. Donc, à quelque niveau que ce soit, même au niveau municipal, là, vous pouvez passer. Exactement. Okay? Vous pouvez passer. Il y a beaucoup de conseils là pour les femmes. Tu n'as pas besoin de je sais pas quoi. Vous pouvez passer et influencer les décisions qui se passent ici. Je vous assure que quand ils travaillent, quand les Québécois travaillent avec vous, c'est là qu'ils vous comprennent. Exactement. Ça, c'est un très bon point. Oui. Quand vous n'êtes pas avec eux, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. On va continuer à chialer comme je dis. Ça, c'est vrai, ça, Amina, ce que tu dis, c'est en les côtoyant, en se côtoyant mutuellement, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître et votre point de vue est vraiment considéré. Oui, exactement. Et là où moi je travaille actuellement, il y a la majorité, je dirais que les minorités visibles, ce sont elles qui sont majorité. Qui sont majoritaires. C'est bon ça. Ouais, ce sont elles qui sont majoritaires maintenant là. Parce que les contextes, ça fait que ça a permis à ce qu'on comprenne qu'ils travaillent fort. Et puis, ils sont là. Alors, exactement. Il faut percer, peu importe les circonstances, il ne faut pas baisser les bras. Allez-y. Parce que l'enfant que vous avez, vos enfants, là, même s'ils sont arrivés ici, ils sont considérés comme la deuxième génération, ils vont vivre leur part aussi. Exactement. De discrimination, tout ce que vous pouvez penser. Ils vont le vivre. Wow. Même s'ils grandissent ici. Alors, ils doivent partir. Vous êtes le reflet. C'est vous qui servez d'exemple à vos enfants. Oui, le repère. Oui, le repère pour vos enfants. Parce que plusieurs enfants ont décroché. Les décrochages scolaires, c'est dû à quoi? Ah, mais de toute façon, maman a étudié, elle est arrivée ici. Ça n'a pas eu, ça n'a pas marché. Oui. C'est vrai, exactement. Pourquoi moi, j'irai étudier? Mais par contre, quand maman a réussi, l'enfant va réussir. La plupart d'enfants, ce que vous verrez, suivre des études, c'est parce que les parents ont suivi leurs études. Exactement. Les parents étaient là pour les encourager. Les statistiques même les témoignent. C'est vrai. Vous allez voir les statistiques. La plupart d'enfants qui vont à l'école, c'est parce que les enfants vont à l'école. Okay. Et les parents sont allés à l'école. Exactement. Ça, c'est vrai. Les parents, même s'ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont encouragé les enfants à aller à l'école. C'est vrai. Alors, c'est très important de travailler, en tout cas, de travailler dur, là, comme on dit, travailler fort. Pour percer, on a besoin d'une masse critique. OK? En fait, c'est là que je voulais en venir. C'est ce que me disait notre professeur. Si vous voulez que votre voix soit entendue, il faut constituer une masse critique. Soyez nombreux. Constituons une masse, les femmes immigrantes. Mais moi, je voudrais revenir sur, tu as parlé de, là, on revient un peu en arrière, là, mais tu as parlé tu étais à Montréal, tu as quitté pour Gatineau. Qu'est-ce que toi, tu dirais sur la régionalisation? Est-ce que tu encouragerais les femmes à aller vivre en région? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller en région? En fait, moi, je m'étais déjà informée, renseignée sur les régions. D'accord. Okay? Oui, parce que je dirais que j'avais décroché un emploi dans une autre région, quelque part. Même si c'était un emploi que je voulais. Mais le jour de l'entrevue, dès que je suis arrivée, c'est vrai que je voulais un peu plus comme salaire à cet emploi-là. Mais je n'ai pas aimé la région. Donc, dès que j'ai vu ça, je n'ai pas aimé.
Okay. Et c'était difficile aussi. Puis je me disais, bon, je ne pense pas que je vais aimer ici. Mais sauf que c'est le même emploi que j'ai décroché en entrevue de l'autre, disons, la première entrevue. Mais sauf que c'est à Gatineau. Okay. À Gatineau, j'avais déjà des informations. Je me disais, en plus, ça, c'est proche d'Ottawa. Okay. Et c'est la capitale, oui, c'est la capitale nationale. Ici, 60, comme on dit, presque 60% d'emplois, c'est l'administration publique. OK. OK. Donc, c'est plus facile ici. Et puis, moi, je cherchais, tout dépend des critères, de ce que vous recherchez aussi. Moi, j'aime la diversité. Là où je vis, j'aime bien qu'il y ait la diversité. OK. Okay? D'accord. Donc, pour moi, Gatineau, c'est la diversité. OK. Et puis, disons, les marchés du travail, c'est pas comme à Montréal. Et c'est pourquoi, en fait, je me suis renseignée, j'avais assisté même aux rencontres en rapport avec la régionalisation qui parlait de Gatineau. D'accord. J'avais déjà assisté, je suis venue comme 2 fois ici. J'ai fait le tour. Il y a des personnes qui sont allées à certains endroits, certaines régions, se sont retrouvées toutes seules. Oui. Et ils n'ont pas pu rester là-bas, surtout pour eux, oui, ils n'ont pas pu rester là-bas parce que pour eux, les social est quelque chose d'important. Alors, tout dépend de vos valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose d'important, même en milieu de travail. C'est vrai. Allez toujours sur les sites de l'employeur. Quelqu'un disait, je regardais les conseils d'administration et puis je me disais, OK, c'est quoi l'équipe de travail? Oh non, moi, je n'aimerais pas travailler avec ces gens-là. Ils ne connaissaient pas les personnes. Mais juste il y a eu un mauvais feeling. Dit, non, moi, je ne vais pas appliquer là-bas. OK. Donc, oui, on peut avoir ce feeling-là aussi, même pour la région. Donc, vos valeurs sont très importantes. Parce que si vos valeurs coïncident avec ce que vous recherchez, même en milieu de travail, les tâches, là, ça va vous retenir. Vous allez rester longtemps. C'est vrai. Dans ces milieux-là. Mais si vos valeurs ne coïncident pas avec les milieux de travail, vous finirez par partir. Exactement. C'est pareil avec les régions aussi. Okay? Donc, les régions, si vous ne vous retrouvez pas dans telle ou telle région par rapport à bien telle culture ou quoi, vous n'allez pas vous retrouver. OK. Mais si vous savez que, bon, moi, peu importe que ma culture soit représentée ou pas, je survis pareil, eh bien, ça va aller pour vous. Donc, c'est très important de considérer ces choses-là avant de vous déplacer. Wow. Oh, merci pour tous ces bons conseils. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Donc moi, pour ma part, je suis très heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui, Amina. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours d'intégration, ta belle... ton beau parcours d'intégration et puis de nous partager tous ces conseils-là. Donc, en tout cas, je ne peux que te dire un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. C'est une émission ou un reportage en tout cas. Une émission. C'est l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Donc, un regard sur une femme immigrante spéciale, exceptionnelle. Ouais. Merci beaucoup parce que ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience avec les autres, avec les femmes immigrantes et pour les inciter vraiment à tenir ferme face à leur démarche, à tout ce qu'ils ont. C'est une façon de les informer, de tenir informés par rapport aux réalités ici et à persévérer. OK. Bonne chance à toutes ces femmes-là. On espère vraiment réussir et ne pas perdre notre temps ici au Québec. Exactement. On est venu pour réussir et puis on va réussir. C'est ça. Mais sur ce, en tout cas, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une belle soirée. Merci, belle soirée à toi. Merci.